Aujourd'hui, le numérique pénètre l'intervention en santé mentale. Au-delà des technologies, il reste une évidence. Les systèmes évoluent, les situations numériques changent, mais l'intervention en santé mentale commence toujours par une rencontre. Bonjour Hazar, Oui, c'est un plaisir, Johanna, d'être avec toi aujourd'hui. je suis très contente que tu sois ici parce que tu vas vraiment aujourd'hui solidifier un élément central, actuel dans notre société, qui, tu incarnes finalement dans notre balado, l'émerveillement, l'innovation responsable. C'est toi qui as accepté de porter le terme responsable. Donc, avant de commencer et d'aller dans les profondeurs de ton expertise en lien avec ce balado, j'aimerais savoir, que tu me dises qui tu es, Hazar? Je suis prof chercheuse à l'Université du Québec à Rimouski depuis 2021. Avant ça, j'ai fait mon doctorat en bioéthique à l'Université de Montréal, donc j'ai une Tout expertise à en fait. bioéthique et mes intérêts de recherche portaient sur les tests génétiques prénataux, la génomique. Tout à fait. Un domaine qui est quand même avec ses enjeux transposables avec l'intelligence C'est vrai, artificielle. c'est vrai, c'est vrai. Et je me suis également intéressée avec l'intelligence artificielle dans divers domaines, dont particulièrement la santé. Juste pour revenir, parce que on a des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est quoi, une expertise génomique transposable à l'intelligence artificielle? Oui, donc la génomique, c'est l'étude des gènes. Ouais, Il y a des années, quand on a dit on va décoder le génome de l'être humain, donc les gènes, les protéines, tout ce que, par exemple, un gène peut dire à propos d'une maladie. oui, tout ce qu'il Donc, exprime en fait, hein. exactement. Donc, c'était un hype, entre guillemets. D'accord. Donc, et ce domaine est venu avec beaucoup de recherches qui, jusqu'à présent, est vraiment en avancée exponentielle. On fait toujours des recherches dans ce domaine. Tout à fait. Et il est venu, bien sûr, avec des enjeux éthiques considérables, tant pour l'individu que pour la société. Société. Je ne veux pas rentrer trop en détail, Mais ça donne mais bien je la dirais que les perspective. enjeux éthiques qui sont soulevés dans les deux domaines sont quand même similaires. Similaire, ouais, Parce ouais. que quand on parle de gènes, on parle aussi de données génétiques. Bien sûr. On parle de vie privée, Eh oui, de bien sûr, confidentialité. bien sûr. Et ces enjeux-là, on peut les retrouver dans le domaine de Mmh. l'intelligence artificielle. OK, donc en fait, dans ta recherche, dans quotidien, pardon, de chercheuse, quelle technologie tu côtoies, en fait, qui permet d'être transposable par rapport, à la génomique? Et puis ensuite, je te dirais, au-delà de la technologie, est-ce que toi, tu en vois des enjeux sur lesquels tu as déjà réfléchi dans le cadre de ton expertise, qui fait qu'aujourd'hui, tu as comme fusionné la bioéthique, donc génomique, intelligence artificielle numérique? Quand je regarde, par exemple, pour réfléchir à des projets intéressants, en santé surtout, en lien avec l'IA, on voit beaucoup de technologies et dans divers domaines, Mmh. que ce soit dans le domaine, disons, lié à l'éducation. Mais là, avec l'IA en santé, que ce soit l'IA en santé mentale numérique, Particulièrement. l'IA dans la pratique clinique, Mmh. il y a vraiment des technologies diverses, dont certaines, par exemple, en santé numérique, qui vont capter des données de façon passive en interagissant avec l'utilisateur. Mais il y en a d'autres où le professionnel de la santé, il va être en position d'une interaction directe pour pouvoir, par exemple, avoir le résultat de l'application ou dont l'application génère pour l'aider, par exemple, dans sa prise de décision clinique concernant un patient. Est-ce que Mais tu peux nous donner un exemple pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent? Un exemple d'une situation de données passive et justement la situation dans laquelle ça va être médié par une technologie? par exemple, des applications sur nos téléphones
qui peuvent suivre le bien-être. Ils peuvent Oui. suivre, par exemple, notre humeur, Notre montre, par exemple. la montre, tout Ouais, à fait, tout à fait. le stress, par exemple, l'anxiété. Donc, vraiment des paramètres dans cette application, dans notre montre, pardon, dans Notre notre cellulaire. cellulaire. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc, ça, c'est une forme de technologie où les données sont vraiment passives. Pour des données plus où le clinicien interagit, C'est ça, hein, oui, il y a des plateformes de téléconsultation, par exemple, tout à fait. où le patient, il est en face du professionnel de la santé, du médecin, Oui, pour pouvoir peut-être lui permettre de donner un certain diagnostic, pour l'aider tout à fait. dans le traitement. Donc, voilà un peu ce genre de dispositif. Mais il y a aussi des technologies dites intelligentes qui Oui. sont des systèmes d'aide à la décision clinique. Mmh. Ça y est, on Et commence à aller dans le délicat sujet tout à fait. de la décision humaine, hein, quand la Donc, machine aide l'homme. où il y a des algorithmes qui Mmh. vont analyser nos propres données, Mmh. peut-être aussi nos histoires médicales, Oui, pour pouvoir aider, notre anamnèse, ouais. oui, le médecin ou le professionnel de la santé pour personnaliser le traitement également. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout est intéressant. On voit toujours les bénéfices Je vois quand tes il y a grands une yeux nouvelle bleus. technologie. Mais c'est vrai, il y a une meilleure peut-être prise de décision clinique, un meilleur traitement qui va être offert aux patients. Il va accélérer l'accès à l'information, bien sûr, Mmh. soutenir la prise de décision, mais en même temps, oui, ça va changer les pratiques professionnelles. Parfois, par exemple, ça sera plus facile pour le médecin d'utiliser une plateforme de téléconsultation, un algorithme qui va l'aider, plus de temps qui sera alloué pour Pour l'interaction l'échange, ouais, bien sûr. entre le patient et le professionnel. La fameuse alliance thérapeutique, hein, dont on va parler d'ailleurs. Oui, mais bien sûr, ça soulève énormément d'enjeux éthiques. Et Pas c'est également parti. éthiques, juridiques, sociaux, politiques, beaucoup d'enjeux qui peuvent surgir Mmh. dans l'utilisation Tout dans à cette fait. interaction. Tout d'abord, par l'équité et la justice. Quand OK. il y a, par exemple, des algorithmes ou bien des applications à Oui, téléverser sur nos téléphones, par la exemple. première question qu'on se demande, est-ce que on doit payer pour Ouais, avoir tout cette à fait. application? Est-ce que tout le monde y a accès et pourrait se payer ce genre d'application? OK. Déjà, on voit le fossé Oui, bien sûr. numérique créé entre les personnes qui peuvent y avoir accès et ceux qui ne le peuvent pas. Et en plus, comme on le disait, hein, tu viens d'une culture aussi, il y a une grande, on a la chance de se balader sur différentes cultures, dans nos vies, et donc je pense que tu es particulièrement, acerbe pour pouvoir donner, ou précise pour pouvoir donner le fait que, d'une société à l'autre, il y a vraiment une forme d'inéquité financière qui viennent justement biaiser l'accessibilité aux soins. Donc quand tu parles de ce baromètre financier, gratuit, payant jusqu'à combien, tu reflètes aussi ce que tu appelles l'inéquité, de justice. Est-ce que c'est ça les éléments dont tu parles? Oui, c'est, je dirais, l'inéquité dans l'accès, d'un point de vue financier surtout. Si moi j'ai accès à cette application qui Oui. va me donner des résultats en me disant: «Ah, il faut par exemple, que, tu ailles consulter ton médecin». Mmh. Donc j'ai, un accès peut-être plus rapide Oui, bien avec sûr. mes données. Je vais aller avec mon dossier ou bien Beh, oui. les résultats que j'ai sur mon application. Mmh. Alors que d'autres personnes qui n'ont pas cet accès-là, peut-être ils ne seront pas en bonne En mesure de pouvoir en me répondre à leurs besoins. ouais, Donc il y a vraiment l'accès financier. L'accès financier permet ou non de donner un accès pour répondre à ses propres besoins. l'accès financier avec des répercussions également sur le statut Social. socio-économique Oui, oui, qui bien va sûr. avoir un accès, un une répercussion sur la santé. Donc le premier élément, c'est justice sociale. Tu nous as parlé peut-être d'autres enjeux. Y a-t-il un autre enjeu justement par rapport au fait de
rentrer dans les technologies en santé numérique? Oui, Sur le plan dans éthique. notre société Ouais, qui est démocratique, on parle beaucoup d'autonomie, de consentement. On donne notre consentement, oui, par exemple, pour avoir un soin particulier en disant que oui, moi, je consentis à cette procédure parce que on m'a expliqué toutes les informations pertinentes. Mais là, avec les applications d'intelligence artificielle, l'IA, est-ce qu'on a vraiment un consentement qui est éclairé? qu'est-ce que c'est un consentement éclairé, d'un Donc, point de vue éthique? un consentement éclairé, c'est un consentement où on m'a informé des risques, des bénéfices, par De exemple, l'intervention? de l'intervention, ou aussi j'ai toutes les informations qu'ils considèrent pertinentes Mmh. pour que je donne mon choix, ma OK. décision, mon choix quant à cette procédure, par exemple, ou cette intervention Mmh. qu'ils veulent m'offrir. OK. Donc, est-ce que j'accepte ou j'accepte pas en se basant sur tout ce contexte-là? D'accord, ça c'est Oui, un consentement éclairé. oui. Ce consentement éclairé, il reflète dans nos sociétés notre autonomie, D'accord, notre pouvoir d'agir pouvoir sur les d'agir décisions? sur les OK. décisions, notre autonomie en tant que personne. Parce que quand on va dans des contextes médicaux, c'est ça, OK. comme euh, être en mesure d'agir Bien sûr, en autonomie. bien sûr. Donc, ça s'est reflété par un consentement éclairé. D'accord. Mais avec l'IA, ça s'est devenu de plus en plus complexe et ceci pour différentes raisons. On le sait, l'IA est, entre guillemets, je le mets, c'est mon propre terme que j'utilise pour un peu communiquer, l'IA se nourrit par des données. Donc, plus l'IA a des données qui sont d'une bonne qualité, d'une grande et bonne quantité, Oui, mieux l'intelligence artificielle va répondre. fonctionner. OK. Mais Mmh, quand j'ai cette application, est-ce que, heu, tout d'abord, je clique, je consens. Oui, Est-ce que j'ai vraiment lu tout ce oui, qu'il y a dans cette politique de l'utilisation de cette application en tout à santé fait. mentale numérique? Je ne sais pas. Aucune idée. Autre chose, si, cette application va me donner un résultat Mmh. particulier, parfois même moi, en tant qu'individu, je me pose la question, et même le clinicien, peut-être qu'il va voir ces résultats Oui, générés c'est par sûr. l'IA. Mais c'est bizarre. Pourquoi ça a généré le résultat que ça a généré? Donc, comment ce résultat peut-il être expliqué? Quel est le processus d'explication qui Oui, explique mon changement? donc pourquoi on a eu un tel résultat? Ouais. Alors que, par exemple, moi, comme professionnelle de la santé, disons, j'ai un autre jugement clinique. Ouais, Donc, déjà, ce conflit entre le jugement clinique et le résultat donné par l'IA, ça pose des questions et ça soulève l'enjeu, la fameuse question de la boîte noire. d'où vient ce résultat-là, en fait, hein? L'origine, l'explication, entre ce que je fais rentrer comme données et ce qui sort de données au milieu. Mais au milieu, qu'est-ce qui se passe? Le professionnel est capable de le justifier parce qu'il a été formé pour pouvoir expliquer sa démarche. Mais en intelligence artificielle, on ne sait pas véritablement ce qui se passe à l'intérieur. Puis il y a un point que tu mentionnes qui est très important. Tu dis: «Mais quand l'intelligence artificielle, donc la machine, sort un résultat qui a rien à voir avec ce que pense le professionnel». Donc là, c'est comme si la machine et l'humain se retrouvent confrontés. On espère et on pense que c'est l'humain qui peut-être qui va se poser la question ou alors qui va s'accrocher sur sa décision clinique. Mais ça pose vraiment une question pour, la protection de la population sur les interventions. Tout à fait. Et je me permets ici de rajouter quelques grains de sel des résultats d'une recherche que j'ai OK, faite avec des professionnels de la santé. d'accord. Et je leur ai posé cette question. Hein? Si votre jugement clinique est différent de celui de l'IA, qu'est-ce que vous allez faire? Merveilleux. Et là, la plupart, heureusement, ils m'ont dit, pour l'instant, l'IA n'est qu'un outil qui va nous aider à prendre notre décision. Et moi, je vais me reposer ou me fier, Oui, pardon, à mon propre jugement clinique. d'accord. Si jamais j'ai des doutes, je vais consulter d'autres collègues qui ont plus d'expérience parfois que moi D'autres pour humains? m'aider à prendre la décision. Mais moi, c'est mon jugement clinique, c'est moi en tant qu'humain qui va prendre cette décision
et ce n'est pas l'IA. C'est rassurant, Oui, c'est clair. mais à voir avec les années qui vont venir, avec une plus grande immersion de l'IA dans les systèmes de soins de santé, en santé numérique, mentale ou autre, comment Ouais. ça va se Ce passer. processus d'habituation peut-être que tu es en train de parler, donc un système qui va se, entre guillemets, «contaminer» dans l'ensemble du système, qui va peut-être amener le fait qu'à la fin, les gens sont naturellement portés à regarder la réponse de l'intelligence artificielle. Donc là, tu émets quand même, bah, quelque part, ça confirme tes hypothèses parce que, certainement tu as dû, être très heureuse de t'apercevoir que ça confirmait ce que tu avais peut-être mis en supposition par rapport au système. Mais tu mets quand même un système d'avertissement quand tu vois la rapidité, parce qu'on a c'est un élément qui va revenir beaucoup dans le balado, je pense, cette notion de TGV, de rapidité, en ce qui concerne le déploiement de l'intelligence artificielle. Puis on sait, il y a des intelligences artificielles qui sont génératives, mais il y en a d'autres qui prennent des décisions à notre place, hein, puisqu'on peut faire téléphoner, un restaurant à partir du moment où on donne sa carte de crédit, puis son envie, de préférence alimentaire, pour rester dans mon domaine, et puis qu'en fait l'IA téléphone tout de suite et prendre la décision à notre place. Donc là, pour l'instant, tu dis: «C'est sécuritaire, mais il faut être vigilant». Tout à fait. Surtout que je me rappelle bien de certains professionnels qui ont dit, Dans cette étude? oui, attention à la surdépendance à ces technologies-là, même pour nous comme professionnels de la santé. Parce qu'il y a un autre enjeu éthique qui est le biais d'automatisation. Alors qu'est-ce que c'est le biais Le biais d'automatisation? d'automatisation, c'est une tendance cognitive des humains à trop faire confiance Confiance. au système d'intelligence artificielle. Et genre, ils vont suivre Ben oui. leurs recommandations, même si celles-ci, elles sont douteuses. Et là, ça soulève vraiment beaucoup d'enjeux éthiques parce que si on est dans la surdépendance, dans Mmh. le biais d'automatisation, on n'est pas dans une posture critique réflexive sur Mmh. cette utilisation, mais aussi sur les données générées à travers cette intelligence artificielle. Parce que si le résultat généré est, disons, A, donc je vais le prendre en considération, le mettre dans ma pratique Bien sans sûr. même le questionner, alors qu'il peut, et surtout quand on parle de santé numérique, on Oui, parle de la vie des patients, bien sûr. qui est un risque, donc il y a un risque vraiment, très grand sur, la vie des patients si jamais il y a, par exemple, une erreur, Mmh. et toute cette notion, un autre enjeu éthique Mmh. est ramené, l'imputabilité Oui, bien sûr. légale, professionnelle, éthique. Donc s'il y a une erreur, le médecin suit, par exemple, les recommandations de l'IA et là, après un certain moment, ben, il se dit: «Ben, c'était pas correct». Qui va être imputable? Est-ce que c'est lui? Est-ce que Et c'est l'IA l'IA? Est-ce que c'est l'institution médicale, par exemple, qui qui a a accepté de introduit l'IA? Est-ce que ce sont les développeurs, les concepteurs? Donc beaucoup de questions sur le niveau de l'imputabilité et la responsabilité également. J'imagine qu'il y a pas de solution, il y a pas de réponse toute faite entre les différents éléments que tu as donnés. Le juridico-éthique, c'est très compliqué. Je pense que c'est chaque cas qui demande à être déployé. Mais là, tu donnes éventuellement toutes les personnes imputables, hein, finalement, si on part du principe que l'IA est une personne. C'est d'ailleurs le titre du magazine de HEC, Montréal, justement ça, la personnalité de l'année en 2024, je crois, c'était l'intelligence artificielle. Donc toutes ces personnes-là sont potentiellement imputables. Maintenant, c'est de voir après dans quelles circonstances ça se fait. Est-ce qu'il y avait d'autres enjeux selon toi ou parce que ça en fait déjà pas mal? Mais aussi, je dirais, quand on parlait d'inéquité, de justice, Oui, la représentativité des données, mais aussi des populations. Par exemple, est-ce que l'application qui a été développée, est-ce qu'elle représente vraiment eh ben oui, la population pour laquelle elle est destinée servir? tout à fait. Donc ça, c'est un élément très, je pense, crucial à prendre en considération. Est-ce qu'elle a été développée en Amérique du Nord et là, on va, l'appliquer dans des pays, du Sud, du Moyen-Orient? Donc est-ce que ça marche? Est-ce que les données sont fiables? Il faut vraiment avoir cette posture critique aussi, vis-à-vis de la représentativité des données et des biais qui peuvent, être, dans ces données-là. Alors moi, je vais avoir une question, je vais être un peu provocante. OK, alors, moi, je suis bien sûr une chercheuse
Et souvent, les chercheurs, ils ont tendance à voir l'éthique comme la police de nos recherches. Donc, on est toujours un peu fébrile quand on fait une demande quand on fait un projet de recherche en solution numérique, parce qu'on a toujours peur de ne pas être compris. Et il faut passer le moment important et incontournable d'obtenir le OK du comité éthique, donc qu'on puisse bien faire notre projet. Donc souvent, c'est vu un peu comme la police de la recherche en santé mentale numérique. Mais je te propose peut-être de le voir un peu différemment par rapport à l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, on a Pierrick Plusquerel qui est venu et qui est arrivé avec son émerveillement de chercheur. C'était passionnant et passionné. Et il a bien sûr circonscrit cet émerveillement dans un espèce de carré non naïf, très clair, en disant attention, je m'émerveille, mais je m'émerveille dans un carré de chercheurs. Et on a donc du coup parlé de vertige, et puis je vais peut-être être vintage comme notre balado, l'antenne Axel. Mais je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait une série qui s'appelait Retour vers le futur, Back to the Future. Et on voit très bien, en fait, le personnage principal partir sur un skate. Et on est dans le futur, donc le skate n'a plus de roulette, il est magnétique, et à un moment donné, il arrive dans un lac avec de l'eau, et ben le skate ne marche plus. Et pourquoi je prends cette espèce de métaphore, cette comparaison? Mais pour l'avoir vraiment ressenti, pour avoir développé avec l'équipe du Loricorps plusieurs aspects, quand on est en développement d'une solution numérique, on est complètement émerveillé, on est emballé, on est sûr que notre idée va être super. Puis ça, Pierrick l'a vraiment bien dit. Mais il y a un moment où on trouve que ça devient vertigineux et on a peur. On a peur pour 2 raisons. Je pense qu'on a peur pour notre ego, on a peur pour notre imputabilité, on a peur pour notre crédibilité. Et j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que je réalise avec le temps que cette émotion, ce petit truc dans le ventre qui fait « Oh là là là, ça commence à partir dans tous les sens ». Je sais pas si tu t'en souviens, mais à l'époque, c'était les chats. On avait très peur que quand on développait un chat, les gens se confrontaient puis qu'on devait gérer ce qui était dans le chat. Mais cette émotion-là, maintenant, je pense qu'elle doit appartenir à l'éthique. Et moi, je veux t'entendre par rapport à ça. Quand tu as nommé ce malaise, Ouais. ce frein, déjà, tu es dans la réflexion éthique. Non. Juste pour te rassurer. Parce que l'éthique, ce ne sont pas des comités d'éthique de la recherche ou bien des comités d'éthique en clinique. Donc, ce n'est pas juste des principes à cocher ou comme on dit en anglais, un checklist. Et on dit, tout à fait. Dans mon projet, c'est la transparence, c'est l'EDI. Non, ce n'est pas ça. L'éthique, c'est aller au-dessus de ça. Oui, on est émerveillé par les technologies, par l'IA, c'est super, ça va faire des bonnes avancées pour les êtres humains, c'est vrai. Mais aussi, ça vient avec des réflexions qui devraient aussi mettre le point, mettre la lumière sur c'est bien, mais qu'est-ce que ça va venir avec ou au dépend de quoi, par exemple. Tout à fait. C'est là où, comme chercheur, prof, Étudiant, étudiante. mais même, à mon avis, l'éthique, c'est pas juste affaire d'experts, c'est aussi affaire de tous les individus dans la société, des citoyens. Donc, de se questionner. Oui, est-ce que c'est la question qu'on pose, pourquoi devrait-on, par exemple, quand on pose une question en éthique, pourquoi devrait-on utiliser cette technologie? Mais aussi, il y a pourquoi pas, à mon avis. Oui. Donc, les deux en même temps. Donc, déjà, ce malaise, c'est un début, un signal pour dire, il faut commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui fait ce malaise? Pourquoi il est là? Est-ce que c'est parce que cette technologie pourrait avoir des conséquences néfastes, par exemple, quand on parle de santé numérique mentale? Est-ce que c'est parce que au lieu d'avoir juste des bénéfices, ça pourrait aussi produire un isolement, par exemple? L'individu qui est derrière son écran avec une application, par exemple, de santé mentale ou un agent conversationnel. Disons, le plus simple, c'est ChatGPT, qu'on connaît tout le monde aujourd'hui. Juste pour lui dire, par exemple, j'ai un problème d'anxiété, et là, il commence pour lui demander des conseils.
Donc, est-ce que ça vraiment a juste des bénéfices? Est-ce que ça pourrait produire des conséquences néfastes sur cet individu même? Parce que l'éthique, c'est pas uniquement de dire oui ou non. OK, c'est C'est pas d'aller binaire. dans un processus OK. de raisonnement, de délibération. Tout d'abord, ça pourrait être un processus avec la personne elle-même, Mmh. mais aussi après, peut-être avec d'autres personnes, d'autres collègues, dépendamment du contexte. Et ça, c'est un point très important que tu apportes parce que si je fais du reflet par rapport à ce que tu dis, moi, je t'ai nommé une émotion. Tu me dis: «Johanna, c'est bien, ça commence par une émotion. Ton émotion doit amener la réflexion» et ça, c'est le «passage à l'éthique» entre guillemets et puis, bah, moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi nos effets leviers par rapport à ça? Puis au Québec, est-ce on a des sociétés, qui sont des garantes de l'éthique, particulièrement en santé mentale numérique, mais on pourrait dire en santé numérique at large, de façon plus générale? C'est quoi nos effets leviers? Comment justement on peut aider les personnes à détecter une émotion pour aller vers une réflexion? Et puis, comment ça se fait? Parce que je comprends que tu commences à nous dire quand on a cette émotion tout seul, il faut vite s'entourer et passer, à un plan d'action qui est un plan d'action collectif. Donc c'est quoi nos effets leviers au Québec et puis peut-être ailleurs? Parce que peut-être que tu as des Johanna, idées. est-ce que je pourrais revenir un peu sur la question d'avant, Oui? qui est concernant l'éthique et le malaise? Moi, en classe, je demande à mes étudiants, Oui? quand il y a une sorte de questionnement éthique ou d'une tension éthique, donc disons Oui, deux valeurs qui c'est sont en vrai. tension, de me donner leur réflexe, leur instinct. Parfois, il y a un malaise, ça commence par toujours un malaise. Là, ils le nomment. Je dis très bien. OK, Commençons la réflexion éthique, le OK. raisonnement. Là, on commence à décortiquer le contexte de la situation, D'accord. De la de mise la, en tension, c'est ça? oui, de la mise en tension ou de D'accord. l'enjeu éthique. OK. Ensuite, on arrive avec une position. Donc, ça permet d'éclairer notre prise de position. D'accord, d'accord, d'accord. Et là, par exemple, si la personne elle avait un malaise, après avoir fait cette réflexion, ce malaise, il commence à diminuer. Et parfois, disons, il dit, par exemple, on ne devrait pas utiliser cette technologie. Mais après la délibération, la réflexion, il dit oui. OK. Donc, par cette procédure, je Ouais, je les comprends. invite à reconsidérer, se repositionner, voir après cette délibération, est-ce que vous avez le même positionnement Qu'au ou départ? non? Ah OK. Et voici comment cette réflexion éthique nous aide vraiment Tout à à fait. clarifier les choses. Donc, ce que aussi je Bien sûr. souhaiterais ajouter, c'est que l'éthique n'est pas ici comme police, Mmh. n'est pas ici pour ralentir le progrès, Mmh. n'est pas ici pour faire ou pour créer une peur du futur, Rendre les gens mais complètement anxieux. Ouais, ouais, bien sûr. c'est reconnaître que pour faire de l'innovation, pour utiliser ces outils Mmh. qu'on a aujourd'hui, c'est pour guider euh, Mmh. les valeurs qu'on veut que ça vienne ou qui seront incarnées avec l'utilisation de ces outils. Donc, c'est pas uniquement par est-ce que c'est faisable si on utilise l'IA, est-ce que c'est efficace. Donc, pas uniquement des valeurs scientifiques en tant que telles, mais aussi des valeurs plus humaines. Merci beaucoup pour le clin d'œil pour ce balado. Donc vraiment, réflexe humain, c'est le réflexe de poser derrière une émotion, de poser une réflexion et finalement de prendre le temps de décortiquer, j'aime bien le terme décortiquer, hein, décortiquer le processus et qui vise peut-être à reconsidérer, la décision de départ. Donc faire attention de ne jamais traiter une émotion à chaud, entre guillemets, puis, de voir véritablement de l'inscrire dans quelque chose. Finalement, d'accepter l'émotion comme un élément de départ pour aller vers la rationalisation, pour reconsidérer le point au départ. Donc, je me permets de te poser la question Oui, finalement, je suis parce que désolée. pour éviter l'anxiété, parce que tu l'as très bien dit, hein, pour éviter de faire peur, mon objectif n'est pas de faire peur. Est-ce qu'on peut donner, des effets leviers qui vont rassurer les personnes qui nous entendent et qui nous écoutent? Et il y en a des sociétés savantes au Québec qui sont des garantes de ce processus réflexif? Tout à fait. Je cite, peut-être je suis en conflit d'intérêts aussi comme co-responsable de l'axe éthique, gouvernance et démocratie.
de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Donc, D'accord. c'est un collectif d'environ 270 chercheurs 270 personnes chercheuses? ouais, chercheurs et chercheuses, donc qui vont travailler ou qui travaillent à l'intersection des enjeux éthiques, D'accord. juridiques, et sociaux de l'IA. Et ils mènent des recherches dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, que ce soit la loi, le juridique, que ce soit aussi, Est-ce qu'il y a les entreprises aussi? Il y a oui, les notions il y a les d'entreprise aussi? entreprises, avec les acteurs, publics également. D'accord. Donc, il y a Les personnes décideuses, la gouvernance, toutes les personnes qui sont en situation finalement d'être potentiellement des influenceurs de notre des société? parties prenantes, Oui, donc partie oui. prenante, tout à fait, c'est le terme, merci. Donc, Ouais. oui, c'est aussi un lieu où, nous sommes en délibération, en réflexion avec toutes les activités qui sont faites à l'intérieur de cette initiative. Bien sûr, il y en a d'autres, peut-être à travers le Canada, ailleurs. En plus de, ces initiatives, Mmh. il y a, ce qu'on appelle les, codes d'éthique ou, aussi les chartes éthiques, par exemple la Déclaration de Montréal où on voit les principes, par exemple, qu'il faut, je dirais entre guillemets «opérationnaliser», mettre en œuvre pour assurer une utilisation responsable de D'accord. l'intelligence artificielle. L'application du cadre de référence finalement quelque Oui, part un peu, OK. ça, moi, personnellement, je Oui? le trouve très important. Mais les principes sont des principes, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? c'est-à-dire tant qu'ils sont sur papier, D'accord, OK. ça n'a que de valeur que de donner des Je orientations. comprends. Mais il faut les traduire et c'est là vraiment le travail, non pas uniquement des experts, Ouais, je vois. mais aussi de la collectivité, de la société, des D'accord. citoyens. Donc c'est vraiment un travail collectif qui devrait se faire en différentes étapes. Par exemple, disons qu'on veut, commencer à mettre en œuvre une IA, à commencer à la développer. Oui, Ça on est pourrait au être début, on est dans oui, l'idéation en oui. fait, hein, dans le Donc, processus d'idée. il y a 3 phases pour, pouvoir mettre en œuvre ces principes. La D'accord? première, c'est, de, ce qu'on appelle, la conception en amont, donc, ou, l'ethics by design. Donc, OK, on on est vraiment commence à ce stade d'intégrer du tout début les principes comme la justice, mmh mh. l'équité, Mmh. par exemple, l'équité dans la représentation des Tu en données, parlais tout à l'heure. le respect de l'autonomie. Donc on pense déjà à est-ce que cet outil qu'on va développer sera-t-il accessible? Tout à fait. Donc voilà comment on pourrait, à cette première phase, heu, Conception tant en amont dès le début. en cours de développement, là, vraiment, il faut faire appel, sortir juste de cadre, ben, voici les chercheurs qui sont experts, pour faire appel aux, parfois patients partenaires, à des Les personnes citoyens. concernées, les personnes citoyennes, tout de suite, tout de suite. Puis ça, c'est un point très important. Je me permets de faire de la résonance sur ce que tu dis, parce qu'il y a quelques années, on n'était pas rendu là. Je pense qu'on ne le nommait même pas et c'est pour ça que maintenant, on a des organismes. Je vais citer celui que je connais le mieux parce que c'est celui qui est au CRIUSM, au Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. C'est le BMU, le Bureau de la mission universitaire. On a beaucoup de chance dans notre centre de pouvoir avoir clairement, un organisme qui est dédié, non seulement pas simplement de faire le listing des patients partenaires potentiels, mais de les accompagner dans tout le processus de gouvernance, de développement, de validation. Donc, toi, tu nous alertes beaucoup en disant: «Tout ça, faut pas que ça reste des vœux pieux, ça doit pas rester», on appelle ça la tour d'ivoire, parce que souvent nous, on est qualifiés de personnes de tour d'ivoire. Tu dis: «Non, ça doit redescendre et ça doit redescendre avec 3 étapes et à chacune des étapes, on devrait avoir une personne concernée qui puisse nous dire: "Mais ça répond pas à mon besoin"». J'aime beaucoup ton point de délibération. Tu as beaucoup parlé de délibération. Je délibère avec vous pour vous dire que je perds mon autonomie. Donc, c'est cette personne qui va devenir un petit peu la garante éthique de l'utilisation de la solution numérique. Donc, deuxième étape, tout de suite, il faut vite faire rentrer les personnes concernées. C'est Oui, ça?
dans ce qu'on appelle une étape de co-conception, co-construction, D'accord, donc une approche participative. d'accord. Oui, on est en plein dedans, d'accord. Oui. Et ensuite, ce qui est post, donc après, Mmh. disons, le développement, le déploiement. Parce que oui, on a conçu cette application pour la santé mentale, Bien sûr. mais comment on pourrait savoir s'il n'y a pas des risques éthiques qu'on n'a pas pu anticiper? Anticiper. Donc il y a vraiment un 2 3 là, hein. Oui, Avant, presque pendant le développement et après le développement. oui, Ce que nous on appelle dans la série sur l'idée mentale, toute la phase de concrétisation avec un jargon qu'on appelle le prototype. Dès qu'on va être en situation d'essai, d'ailleurs c'est là qu'on doit obtenir obligatoirement notre consentement éthique, dès qu'on va être en testing, on va tester un prototype, une première version de quelque chose, ben là ça va nous permettre d'avoir un retour et peut-être de revenir, comme tu disais tout à l'heure, je vais peut-être revenir au début, je vais peut-être devoir revenir en arrière parce que j'ai pas anticipé ou je n'ai pas pu anticiper les risques de biais, les biais dont tu as parlé tout à l'heure. Donc ouais, un, 2, 3 phases. oui. Donc ces 3 phases, je pense qu'elles sont très importantes Mmh. pour pouvoir mettre en œuvre, les principes qu'on prône pour une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle. C'est ça. Donc l'innovation ne peut pas être juste guidée par: est-ce que c'est performant? Est-ce Mmh. que c'est efficace? Est-ce que c'est rentable? Productif. Ouais, ouais, tout à fait, le produit, hein. Donc pour moi, l'éthique, c'est plutôt une boussole. Je Oh, c'est une belle image. Donc vraiment une boussole qui va permettre aux innovations de s'ancrer dans la société. Je le rappelle encore, pas être réservé aux experts. Oui, oui, ça, c'est Et très c'est pour ça important il est important de de développer la communiquer, hein. littératie également. On est Ch là-dedans. c'est, la littératie, numérique, mais aussi la littératie sur l'usage et la réflexion, dans l'usage éthique, de ces outils, pour que les citoyens soient informés de l'utilisation, soient éclairés. Quand on parle de soins, on parle de consentement éclairé, comme je l'ai, dit au début, Tout à de fait, l'autonomie. Donc, ça vient avec l'éducation, le soutien, tout à heu fait. et les informations pertinentes qu'on devrait communiquer, au public. Vraiment, je comprends aujourd'hui encore mieux pourquoi tu as accepté cette invitation. J'aime énormément cette image de boussole. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, dans la santé numérique, on nous rappelle souvent la notion d'horloge. On est comme dans un temps, il faut aller vite, il faut déployer vite, on a de la concurrence ou alors on a peur de se faire voler son idée. Mais, toi, du coup, tu nous rajoutes un autre instrument, une autre image. Derrière l'horloge, il doit y avoir la boussole et si l'horloge et la boussole arrivent à se parler, ça va donner quelque chose qui est à l'image de ce balado, donc de l'émerveillement avec une innovation responsable. Et c'était vraiment extrêmement intéressant d'aller fouiller, puis j'ai appris plein de termes en lien avec ton expertise. Vraiment, je te remercie. Et puis, écoute, je t'invite à faire un petit élément qu'on fait toujours à la fin de nos épisodes. Comme on travaille en santé, je te propose de prendre ta tasse et j'ai envie de te souhaiter une santé. Numérique, bien sûr. Ah ben bien sûr numérique, ça c'est certain. Merci. Merci à toi, Joanne.